il va bien falloir qu'on trouve des solutions qui sont aujourd'hui, du reste, pour l'essentiel, trouvées dans les pays du Sud, voisins des pays d'où partent ces gens. Mais ça n'est pas que ça. Et j'insisterai un petit peu plus là-dessus, c'est aussi la faillite sur la question des ressources. On en parle moins, on parle beaucoup du changement climatique, etc. Et la pénurie de ressources qui nous attend, eh bien, elle est certainement tout aussi importante. La planète est finie, on le sait. On a un certain nombre de matières et de matériaux qui sont en voie de disparition. On connaît dans nos métiers les problèmes liés aux agrégats et au sable notamment, sur lesquels on va vers un manque. Ici on a une image sur une plage en Afrique de l'Ouest où on est en train de récupérer du sable pour l'envoyer Dieu sait où. On a un de ces grands travaux pharaoniques inutiles sur l'île de la Réunion qui consiste à doubler en pleine mer une route qui est aujourd'hui bloquée faute d'agrégats. Ils trouveront le moyen, ils vont en importer, aller en chercher ailleurs. Voilà. Et bon, donc ça c'est la question spécifique qui est la nôtre dans nos métiers. Mais il y a aussi toute la question des ressources qui sont liées au mode de croissance sur lequel on fonctionne. Et quand je dis ressources, du reste, c'est pénurie et c'est disponibilité. La question des terres rares, par exemple, il n'y a pas pénurie de terres rares, mais par contre, il y a une disponibilité qui est très aléatoire. Donc cette question des ressources devient une question frugale, et pas seulement une question importante, et pas seulement les ressources énergétiques, mais aussi les ressources en matériaux. J'ai souhaité commencer en rappelant ces deux phrases qui ont été donc prononcées par Nicolas Hulot au moment où il a donné sa démission il y a maintenant 6 ou 7 mois, 9 mois même. Voilà, ces deux phrases qui me semblent très caractéristiques de vers quoi on va et dans lesquelles s'inscrit la démarche de frugalité. Bon, la première, c'est la responsabilité d'un certain mode de vivre, de se déplacer, d'habiter, de se nourrir, de travailler, de construire les bâtiments, etc., de consommer. La responsabilité dans ce qui est en train de se passer aujourd'hui et notamment sur cette question de la pénurie. Et puis le deuxième, c'est la question des petits pas. Des petits pas, on en fait depuis une éternité. Depuis les premières réglementations thermiques 74, chaque année on se paye 15%, 20% de moins en consommation. Enfin, je ne connais peut-être pas chaque année, mais enfin, en tout cas tous les 5 ans. Et on voit qu'aujourd'hui, on n'est pas encore arrivé au bout et qu'il faut continuer. Et pourtant, on est censé avoir fait un grand pas avec la dernière réglementation, la RT 2012, 50%, comme on nous a dit. Et le grand pas, il reste à faire. Il reste à faire et on ne s'en sortira pas, moi ça j'y crois profondément, on ne s'en sortira pas avec des petites choses. Il y a vraiment un changement radical à faire. Et donc si j'applique ça à nos métiers, c'est va-t-on répondre aux enjeux de demain avec les bâtiments aux standards d'aujourd'hui. Et quels que soient les standards, c'est sur cette image, vous avez à la fois des standards du bâtiment bas de gamme, le cube de bureaux qu'on trouve sur toutes les zones d'activité, vitré sur ses 4 côtés, et puis avec les vitrages qui ne s'ouvrent pas, donc qui est automatiquement géré par de la climatisation, de la ventilation mécanique, de l'éclairage artificiel, etc. Les lotissements
qui bouffe du territoire et où la vue depuis la salle à manger, c'est le garage du gars d'en face, parce qu'on les a tous bien orientés vers le sud sans réfléchir à ce que ça pouvait faire, ou les bâtiments de logement sur lesquels on ne sait pas encore faire des bâtiments de logement qui répondent aux conditions d'été, et pourtant ce sont les conditions d'été qui nous attendent dans les années qui viennent. On ne fait pas de logement traversant suffisamment, et donc on est obligé de gérer le problème d'été avec le petit climatiseur qui n'est pas certainement le plus efficace. Mais c'est aussi vrai sur des bâtiments qui nous sont présentés comme exemplaires et qui eux aussi gaspillent, dépensent de l'énergie pour leur fonctionnement, les bâtiments de tours, etc. Bon, cessons d'être pessimistes, il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il se fait plein de choses intéressantes, hein, et on va en avoir des exemples tout à l'heure. Et les choses intéressantes, elles se font dans les territoires aujourd'hui. Bon, j'ai la chance d'avoir 2 postes d'observation intéressants. Le premier, c'est effectivement le manifeste avec ses 6500 signataires. Le deuxième, c'est une manifestation qui s'appelle le Off du DD et qui vise depuis 2012, on en est à la 5e session, à donner de la visibilité à ce qu'on appelle les projets pionniers, c'est-à-dire les projets qui anticipent sur les standards de demain, et donc ce qui nous fait un vivier de 500 à 600 projets qui ont été présentés à ce Off. Eh bien, on peut vraiment dire qu'aujourd'hui, des bâtiments qui sortent des standards classiques de construction, il s'en fait, hein, et il s'en fait plein. C'est très souvent des bâtiments dans des petites collectivités, des bâtiments qui ne sont pas de grande importance en surface, mais de grande importance dans l'innovation qu'ils introduisent. On sait construire autrement. Alors, on sait construire autrement, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, on sait construire avec d'autres matériaux. Hein. Donc sans béton, sans laine minérale, sans PVC. Donc on est ici dans un bâtiment en terre. Je ne reviendrai pas sur ce magnifique bâtiment, hein, qui est très intéressant et qui est vraiment significatif d'un renouveau de ce matériau, hein, qui, depuis 4-5 ans, on voit se multiplier les opérations qui font appel à différentes techniques, du reste, hein, de construction en terre. Voilà, donc c'est sans doute un des matériaux sur lesquels il faut compter dorénavant, sous toutes ses formes, et notamment, moi je mise beaucoup sur ce qu'on appelle la terre coulée, qui est une technique qui utilise exactement les mêmes modes de pose et les mêmes savoir-faire que le béton, voilà, mais qui en est aujourd'hui en développement. La terre, le bois, hein, bon, on a vu sur les 10 dernières années un développement extraordinaire des constructions en bois qui était réservé il y a seulement 5-6 ans à de la maison individuelle en rez-de-chaussée et qui aujourd'hui grimpe à 14 étages à Bergen en Norvège. Je mis cette image parce que c'est un bâtiment qui est vraiment en bois. Parce qu'il y a beaucoup de bâtiments en bois qui sont des bâtiments de grande hauteur, noyau béton, et puis on accroche des planchers bois autour. Celui-ci, il est tout bois. Et puis, on pourrait multiplier les exemples d'isolants, notamment en biosourcé, chanvre, lin, etc. Et puis la dernière née, et qui là aussi se développe d'une façon assez formidable, qui est la question de la paille, hein, avec en gros aujourd'hui 2 techniques, une technique d'isolation paille dans des questions de bois,
Et puis une technique de paille porteuse, dans laquelle la paille est à la fois l'isolant et la maçonnerie porteuse. Je vais vous donner ici une image, mais il faut savoir qu'en région parisienne, aujourd'hui, je connais 5 écoles qui sont construites avec des techniques liées à la paille. Donc là aussi, en plus, la filière paille a vraiment su s'organiser. Elle est un exemple pour les autres filières, parce qu'on sait tous que sur ces questions-là, il y a les problèmes d'agrément, les problèmes d'assurance derrière, et la mobilisation de la filière et les règles que les filières peuvent mettre en œuvre, réfléchir et mettre en œuvre, sont d'une grande aide évidemment pour les concepteurs. On peut concevoir sans VMC, avec de la ventilation naturelle. Vous avez ici 2 techniques de ventilation naturelle. L'une qui consiste à jouer sur du tirage thermique, donc avec des grandes cheminées, parfois assistées avec le vent ou avec le soleil. Et puis, pourquoi pas revenir vers ce système simple, pas cher, facile à utiliser, qui s'appelle l'ouverture des fenêtres. On est en France depuis les années 70, et le développement du chauffage électrique dans les années 70, qui a contraint à de la ventilation mécanique. Et donc on est sur une quasi-hégémonie de la ventilation mécanique, avec des fiabilités qui ne sont pas toujours excellentes, avec des questions de qualité d'air qui ne sont pas toujours très bonnes non plus. Donc pourquoi pas revenir sur des systèmes qu'on peut assister du reste. On peut donner quelques indications avec un capteur de CO2, on peut donner quelques indications sur les ouvertures de fenêtres possibles, etc. Mais je suis à peu près sûr qu'en ouverture des fenêtres, on aurait des solutions qui ne sont pas pires que celles qu'on a en VMC. Enfin, en tout cas, c'est l'expérience qu'on mène avec Philippe Madec sur une centaine de logements sociaux à Bordeaux. Concevoir sans clim. Des bâtiments sans clim, il en existe en pagaille, tout l'ancien. Et puis, y compris dans des bâtiments de bureaux nouveaux, construits neufs. Ici, j'ai mis 2 exemples. Le premier, c'est à Saint-Denis, en région parisienne, c'est Françoise-Hélène Jourda, aujourd'hui disparue. C'est un de ses derniers bâtiments, Mediacom. Et le deuxième, c'est encore plus difficile, puisque là, on est à Valence. C'est le bâtiment de l'INED à Valence. On sait aujourd'hui construire sans climatisation, utiliser des techniques de rafraîchissement naturel qui jouent sur la ventilation, qui jouent sur l'inertie et qui permettent d'assurer des conditions tout à fait intéressantes, y compris dans des immeubles de bureaux, y compris dans des régions qui sont des régions à climat d'été un petit peu difficile, et à tel point que, voilà un exemple ici, on est à l'île de la Réunion, c'est un amphithéâtre universitaire qui est entièrement ventilé naturellement et entièrement rafraîchi naturellement. Il n'y a pas un poêle de fluide frigorifique sur ce truc-là, il n'y a pas un poêle de ventilateur, et il joue avec les vents, il joue avec les mouvements d'air, avec le rafraîchissement que l'air apporte sur la peau, etc. Et ça marche bien depuis maintenant au moins 4 ans. Et puis, on sait aujourd'hui construire sans VMC, sans clim, et sans chauffage. Là, on est en Autriche, dans le Vorarlberg. C'est l'agence des architectes Baumschlager et Verlet, qui est un bâtiment donc, qui fonctionne. Alors, il fonctionne évidemment en été sur l'inertie. En été, c'est pas trop dur là-bas, il ne fait pas des chaleurs terribles, mais en hiver, c'est un bâtiment qui, bon, alors il y a des murs épais de 70 cm, il y a énormément d'inertie,
qui fait que le peu d'apport fatal, qui sont les ordinateurs, l'éclairage, etc., suffit à assurer les besoins de chauffage de ce bâtiment. Alors, la frugalité, ça n'est pas que des économies de ressources énergétiques, matériaux, etc. Étymologiquement, la frugalité, c'est quelque chose qui a à voir avec la récolte, avec la bonne récolte, avec la récolte qui est bien adaptée aux besoins. L'étymologie du mot frux venant du latin. La frugalité, c'est quelque chose qui se tourne aussi vers son territoire. Le bâtiment frugal est un bâtiment qui est effectivement inscrit dans une stratégie éco-responsable à l'échelle du territoire. Alors évidemment, on pense toujours à l'adaptation du bâtiment avec le climat local, hein, toutes les questions de bioclimatique, mais ce n'est pas que ça, c'est aussi sur la question des ressources. Donc j'ai parlé tout à l'heure des matériaux biosourcés en tant qu'économie de ressources, mais c'est aussi des matériaux qui peuvent être des matériaux locaux, et donc on peut privilégier un certain nombre de matériaux locaux, privilégier des filières locales, et aujourd'hui on parle énormément des circuits courts dans l'alimentation et dans la distribution. Dans nos métiers aussi, il est possible de mettre en place des circuits courts avec la recherche de matériaux, quels qu'ils soient, hein, bois, terre, etc., isolants biosourcés, etc., locaux. Voilà. Et puis le bâtiment frugal ne va pas seulement piocher des choses dans son territoire, des matériaux, de l'énergie, du soleil, du vent, etc. Il va aussi donner à son territoire. C'est aussi un bâtiment qui est généreux avec son territoire et qui va participer justement à la frugalité même du territoire. Bon, je vous montrerai un autre exemple tout à l'heure. Enfin, là, en l'occurrence, c'est un bâtiment de loisirs sur lequel a été prévu un local, une serre pour les AMAP locaux. Voilà, mais ça peut être, il y a plein d'exemples de réflexion de ce qu'un bâtiment donné peut apporter à son territoire. Adapté au contexte climatique et sociétal futur, bon, adapté au changement climatique évidemment, et avec toutes les formes de changement climatique, hein, mais adapté aussi aux changements sociétaux. Et on commence à en voir un certain nombre de changements sociétaux, et notamment cette tendance à passer du « je possède » à « j'utilise », sans forcément posséder, donc je mutualise, donc je partage. C'est ce qu'on voit sur les jardins partagés qui, là aussi, sont fortement présents sur beaucoup d'opérations. Je connais pas mal d'opérations de rénovation de copropriété avec un bout de terrain sur lesquels la mise en œuvre de ces jardins partagés permet de créer du vivre ensemble sur le terrain. Voilà, donc il y a ça, mais on peut aussi partager plein d'autres choses. Vous avez des opérations qui partagent une chambre d'amis commune ou un logement d'amis communs. Vous avez des opérations qui partagent un certain nombre de services. Et puis vous avez toutes les opérations qui se développent aujourd'hui autour de l'habitat participatif, où les habitants deviennent les promoteurs de leur bâtiment. Donc sur toutes ces questions-là, le bâtiment est en train d'anticiper sur les évolutions sociétales futures. Low-tech, high-tech, c'est une question qui se pose, qui ne se tranche pas forcément sur l'un des deux. Enfin bon, le frugal est quand même principalement sur du low-tech, mais ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas appel de temps en temps à des techniques un petit peu
plus complexes. Je parlais de ventilation naturelle. Ventilation naturelle, si on veut ne pas trop consommer, ben ça veut dire qu'il faut ouvrir et fermer des registres, donc il faut quelque part un petit bout d'automate programmable. Hein. Voilà, donc on est avec un minimum de technique, mais en tout cas une technique raisonnée, pour laquelle on se pose d'abord la question, est-ce que je ne pourrais pas faire autrement, hein? Je vous parlais tout à l'heure d'ouverture des fenêtres. Je connais des opérations sur lesquelles la maîtrise d'ouvrage voulait qu'on mette un mécanisme qui permettait d'ouvrir automatiquement les fenêtres et de les fermer, etc. Alors que c'est des choses qui peuvent être tout à fait réalisées par les utilisateurs du bâtiment, et on leur redonne la main, on leur redonne la responsabilité. Voilà, faire mieux avec moins, c'est la devise de cette innovation frugale, hein, qui fait référence à une pratique assez largement répandue dans des pays à très faibles ressources, l'Inde notamment, hein, et sur lesquels on est bien obligé d'améliorer les conditions de vie et autres avec le minimum de ressources dont on dispose. Un bâtiment désirable. Bon, il faut être honnête, nos histoires d'économie d'énergie, de frugalité de matériaux, etc., ça n'intéresse que nous, concepteurs. Des gens, dans leur grande majorité, aujourd'hui en tout cas, s'en moquent un peu. Hein. Ils commencent à être intéressés par les questions de santé. Je crois que la question de la santé va devenir un vrai argument pour évoluer. Enfin, on n'en est pas encore au moment où le choix d'un logement se fera sur les critères de l'économie d'énergie ou de la frugalité. Donc ça veut dire que quand on fait un bâtiment comme ça, frugal, il faut aussi donner autre chose aux utilisateurs pour qu'ils aient envie, ils aient le désir de ce bâtiment. Le plus bel exemple que j'ai, je le donne, c'est celui qui est en haut ici. Si je mettais ma casquette d'ingénieur, je vous dirais, vous avez ici un dispositif de captation de la lumière. C'est un toboggan. Et c'est vécu comme un toboggan par les gamins. Et ça fait tout l'image qu'ils ont de ce bâtiment. La participation, évidemment, est également quelque chose qui est intimement lié à la démarche de frugalité. 2-3 exemples avant de terminer. Le premier, donc, c'est un centre œnologique à Saint-Christol, près de Lunel. Philippe Madec, qui est architecte. Donc vous avez une succession de bâtiments. Alors évidemment, les matériaux sont des matériaux locaux, du bois, de la pierre, etc. Évidemment, on est en ventilation naturelle sur tous les bâtiments. Et puis, l'autre caractéristique de ce centre, c'est que les dispositifs techniques qui sont parfois nécessaires ont été adaptés à l'usage de chacun de ces bâtiments. Il y a le bâtiment d'accueil où vous avez des gens qui restent en permanence, des bureaux à l'accueil, etc. Ben, on va le chauffer correctement et donc il y aura une chaudière, qui est une chaudière bois du reste, et qui apportera ce qu'il faut. Et puis par contre, vous avez plein d'autres bâtiments. Vous avez un bout de bâtiment dit musée sur lequel les gens rentrent, visitent, etc. Et celui-là n'est pas chauffé. Hein, c'est pas nécessaire. Vous avez une salle de réunion qui n'est pas chauffée en permanence, mais sur laquelle il y a un poêle à bois qui est mis en route 2 heures avant les réunions et puis qui est arrêté du reste très rapidement pendant la réunion parce que dès qu'il y a du monde dans la salle, ça monte très vite, etc. Donc une adaptation, hein, quelquefois on est hors norme, et c'est souvent le cas pour les bâtiments frugaux, hein, hors la loi, pour faire avancer la loi. Quelquefois on est hors norme, les maîtres d'ouvrage de ces bâtiments-là, et c'est pour ça du reste que l'innovation frugale se développe beaucoup dans des petites collectivités,
sur laquelle le maître d'ouvrage, le maire, prend ses responsabilités tout seul, et il n'a pas besoin de faire appel à toute la séquence des hiérarchies et des ouvertures de parapluie qui viennent apporter un certain nombre de contraintes. On peut faire aussi du paysage fluvial, hein, donc là on est au Mont Beuvron. C'est un espace touristique sur lequel rien n'est rentré, rien n'est sorti de l'existant. Donc tous les équipements, quels qu'ils soient, les bancs, etc., ont été réalisés avec du matériel qui a été pris sur place, y compris avec une réflexion sur les moyens à mettre en œuvre, comme vous le voyez sur cette image. On peut faire de l'urbanisme frugal. Ici, on est à l'éco-village des Noès, sur la ville nouvelle du Vaudreuil, près de Rouen. 100 logements, une centaine de logements, sur une zone qui est une zone inondable. Donc avec un premier travail qui est un travail sur comment faire avec ces zones inondables, et donc notamment de réserver un certain nombre une partie du terrain à l'expansion, de créer un bief qui se remplit en cas d'inondation et donc évite d'aller un petit peu plus loin. Vous avez une zone de maraîchage gérée par une coopérative d'insertion, laquelle coopérative en même temps anime et accompagne les jardins partagés. Donc ça, vous voyez, c'est qu'est-ce que je donne à mon territoire. Et puis, laquelle coopérative a un espace de vente sur une halle qui est située à l'entrée du hameau. Et puis, ma foi, vous avez une maison commune avec logement à partager. Et puis le reste, eh ben, on est sur des cheminements doux, on est sur des voitures qui sont stationnées à l'entrée du village, et le reste se faisant en cheminement doux. On est sur des maisons toutes passives. Voilà. Et puis je terminerai sur cette image qui est pour moi très significative de ce qu'est la frugalité. On est au Nigeria là. On est au Nigeria et on a un bâtiment qui est évidemment bioclimatique. Il est ouvert, on est en climat tropical, donc ouvert au vent pour assurer le confort. Un bâtiment qui est un bâtiment en bois, puisqu'il y a une forte présence du matériau bois. Et puis un bâtiment qui est adapté au mode de vie de la population auquel il s'adresse. Là, vous voyez ici, vous avez le ramassage scolaire. Voilà, merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que vous avez des remarques, des questions, des réactions ? Juste pour part, d'abord, merci beaucoup pour votre intervention. Je repense à la première image qu'il y a sur votre présentation. Je pense que ça, bientôt, on ne pourra plus le faire, parce que mettre la tête dans le sac, il n'y a plus de sac, on ne pourra plus le faire. On en fera venir de loin. Ma question porte sur plusieurs fois. Vous avez montré des exemples très inspirants, de belles images, en indiquant que le confort était au rendez-vous, même s'il n'y a pas de clim, même s'il n'y a pas donc, les systèmes de confort habituels. Et je me posais la question de si, dans ces exemples-là, il y a eu en effet un retour d'expérience usagée qui vient confirmer cette question du confort, et si oui, si des fois il y avait des retours vis-à-vis de la conception, des réajustements de la conception pour répondre à ces réponses usagées. Et si ces pionniers dont vous parliez dans le cadre
du offre du DD venait s'alimenter aussi de ces retours usagers. Voilà. Alors c'est le vrai problème, hein, qui est effectivement, on fait l'innovation, de savoir ce que va donner cette innovation dans la vraie vie. Malheureusement, il y a peu d'opérations, il faut être très honnête, hein, il y a peu d'opérations sur lesquelles on a la possibilité de revenir après et de faire un véritable suivi. Alors il y en a quand même quelques-unes, et notamment sur les opérations que je vous ai montrées en ventilation naturelle, qui sont l'opération de Saint-Nazaire en tirage thermique et l'opération de Bordeaux, qui elle n'est pas encore terminée et livrée, mais sur lesquelles il y aura un suivi. Et sur Saint-Nazaire, il y a eu un suivi qui a été fait par le CEREMA et qui a instrumenté un certain nombre de logements et qui a tiré les conclusions, donc ils en ont sorti un rapport. Alors, c'est très divers. La plupart, sur un bâtiment comme celui-là, sur la plupart des logements, ça fonctionne très bien. Et puis, il y a un certain nombre de piles de ventilation sur lesquelles, effectivement, il y a des vrais problèmes. Et quand on va voir d'où viennent les vrais problèmes, en règle générale, c'est sur les automates programmables dont je parlais tout à l'heure. Chaque fois qu'on a des problèmes techniques, c'est là-dessus. On ne sait pas faire ça dans le bâtiment, c'est terrible. On est dans l'industrie, on en met partout, de l'intelligence artificielle. Dans le bâtiment, on n'est pas foutu de faire la même chose. C'est pas un hasard du reste, hein, c'est que à chaque logement, sa programmation. Parce qu'il n'est pas orienté de la même façon, parce qu'il n'a pas la même taille, parce qu'il n'a pas les mêmes pièces humides, etc. Et donc, ça complexifie énormément les choses. Mais bon, ensuite, une fois qu'on sait où sont les problèmes, eh bien, on peut faire les réglages et on peut améliorer les choses. Et puis, il y a des bâtiments sur lesquels, même si on n'a pas fait du suivi, on a pu y retourner. Bon, notamment sur les bâtiments sans clim, de bureaux sans clim que je vous ai cités, ceux-ci, d'autres bâtiments sans clim, sur lesquels on est retourné et où effectivement ça se passe correctement, hein, très correctement. C'est un autre confort, hein, je crois. C'est vraiment un autre confort. Et les problèmes qu'on a à résoudre sont plus des problèmes d'ordre culturel, parce qu'on est habitué à avoir la clim, que des problèmes d'ordre technique ou de qualité même. Hein. On sait faire des installations. L'amphithéâtre que je vous ai montré, il a 4 ans d'existence, celui-là. Hein. Bon, il y a des centaines et des centaines et des milliers d'étudiants qui sont passés là-dedans, et puis des chercheurs, et puis etc. Hein, et donc là, on peut avoir un retour. Voilà, donc malheureusement, comme je le disais, c'est pas possible tout le temps. Hein, bon. Une autre question avant de passer à la suite? Bonjour. Un autre mouvement dans le secteur de l'habitat dont on entend parler beaucoup, c'est celui du bâtiment intelligent, Smart City, bâtiment numérique. C'est quelque chose qui est, enfin, voilà, dont on entend pas mal parler. Je me posais la question, vous, de votre vision par rapport à ce mouvement-là. Est-ce qu'il y aurait une complémentarité, une entente possible? J'y crois pas. Bon. L'évolution de mon travail sur les dernières années a été dans le sens de la frugalité. C'est pas un hasard. Hein. C'est pas un hasard. Je reviens sur ce bâtiment de Saint-Nazaire que je vous ai montré en ventilation naturelle par tirage thermique. Sur ce bâtiment-là, on a répondu à toutes les réglementations. Et en logement, Dieu sait, pour la ventilation, il y en a un, sanitaire, thermique, etc. Mais on a fait une vraie usine à gaz.
alors qui marche, hein, mais qui est complexe et qui demande pas grand-chose aux utilisateurs, mais qui demande au personnel d'entretien de l'office en question du boulot, quoi, hein, et puis de l'entretien, etc. Et c'est pour ça que petit à petit, avec Philippe Madec, on en est arrivé à réfléchir à des solutions intelligentes, mais sur l'intelligence des utilisateurs avec l'ouverture de la fenêtre. Hein. On a une vraie, enfin, il y a un vrai positionnement là. Hein. Est-ce que on va faire appel à des automatismes pour assurer le confort, ou bien est-ce que l'on fait appel aux utilisateurs et à la responsabilisation, à la responsabilité des utilisateurs pour assurer ce même confort? L'automatisme nous donne l'illusion que tout est parfait. Hein, ça, c'est le vieux fantasme des ingénieurs en France. Je suis désolé, je suis ingénieur, mais, qui est il faut tout maîtriser. Hein. Il faut tout maîtriser, on laisse surtout rien au hasard. Et donc, du coup, on met de la mécanique, et puis on met de l'intelligence maintenant. Hein, et on met de l'intelligence. Et bien, c'est pas vrai, on ne maîtrise pas. Hein, on ne maîtrise pas parce que c'est le bâtiment, et qu'on n'est pas dans l'industrie, et qu'on n'arrive pas dans le bâtiment à maîtriser les choses comme dans l'industrie. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut plutôt aller vers des solutions techniques frugales, hein, qui font un peu appel quand même à des techniques, comme je le disais, hein, mais sans aller jusqu'aux bâtiments connectés, etc. Il y a une question sur laquelle, il y a une problématique sur laquelle cette question-là, elle vaut la peine d'être réfléchie, c'est celle de l'énergie positive, comme on dit aujourd'hui. Elle n'est pas du tout positive du reste, puisqu'il reste des consommations énergétiques et pas négligeables. Et on va vers le PEPOS, là, hein, avec la future réglementation thermique. Et donc on va vers des bâtiments qui vont être producteurs de leur électricité. On en a fait, hein, on a une douzaine de bâtiments à énergie positive, frais énergie positive sur tous les usages, et pas seulement sur l'usage réglementé. Mais c'est plus du bâtiment. C'est des trucs qui sont tartinés de photovoltaïque dans tous les coins. Hein. Parce que je pense que c'est pas la bonne échelle. Que la bonne échelle pour faire de l'énergie positive, c'est celle du territoire, du quartier, du petit territoire, hein, sur lequel on peut jouer la mutualisation entre des bâtiments qui ont des grands toits, des bâtiments qui n'ont pas de grands toits, des bâtiments qui consomment beaucoup, des bâtiments qui consomment moins, certains qui consomment l'hiver, la nuit, d'autres qui consomment le jour, etc., etc. Donc on peut arriver par la mutualisation à optimiser les choses. Et là, effectivement, il faut de l'intelligence, hein, pour faire fonctionner ça. Mais pas à l'échelle du bâtiment. Jusqu'à présent, ça ne marche pas. Vous savez, il y a 20 ans, mon bureau d'études s'est lancé dans le truc qu'on appelait à l'époque la domotique. Ça a fait flop. Ça a fait flop. Donc, je pense qu'on est... cet engouement aujourd'hui pour les bâtiments connectés et autres fait tout à fait partie, participe tout à fait à cette volonté d'une croissance qui est construite sur autre chose que la croissance précédente. Pas tout à fait, il reste un peu, regardez la bagnole, on continue à construire des bagnoles sur les mêmes chaînes, simplement, au lieu d'avoir un moteur thermique, on a un moteur électrique. Hein. Donc la différence, elle n'est pas énorme. Hein. Mais c'est vrai qu'on mise beaucoup, hein, sur ce développement économique lié au numérique, à l'intelligence artificielle, etc., avec tous les problèmes que ça pose en termes de ressources, et puis de responsabilité des usagers. Merci.